Excellent. Ben, bonjour à tous. Nous sommes au chalet présentement. Nous sommes avec un groupe VIP et j'ai décidé de faire une entrevue avec Charles-Antoine Boudreau, courtier hypothécaire. Bonjour. Bonjour, Justin. Et juste avant de débuter, Charles-Antoine, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler de qu'est-ce qui s'en vient chez Mofacile. En fin de semaine, le 18 juin, on a le coaching double, un programme de coaching double qui débute en fin de semaine. On a samedi aussi, vendredi, un autre programme qui commence. C'est que vous avez la chance de suivre le coaching soit le vendredi, soit le samedi. Fait qu'on a plusieurs ouvertures. Inquiétez-vous pas, durant l'été, durant les vacances, on arrête, on fait le coaching au début du mois de juillet et les journées de coaching à la fin. Et le 21 juin, une journée très spéciale, on s'en va avec une soirée mensuelle pour les dames. C'est des investisseuses ou investisseurs, je ne sais pas ce qu'on dit, investisseurs avec un E, qui vont venir présenter un peu où c'est qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie. Et c'est soit en présentiel ou soit en Zoom. Fait qu'au plaisir de vous voir. À 18h, on a du réseautage. Et à 19h, c'est la partie qu'on va commencer les conférences avec 3 dames à succès qui vont venir présenter. On a une à travers qui a géré jusqu'à 800 portes. Une autre qui a plusieurs chalets locatifs qu'elle a fait. Fait que écoutez ça, ne manquez pas ça. Fait qu'aujourd'hui, Charles-Antoine, on jase de financement hypothécaire. Ça a changé le financement depuis quelques années, hein? Oui, effectivement, ça a changé beaucoup, On continue de s'amuser là-dedans, c'est ce qui est important. Bon, ben c'est ça qu'il faut. Hey, tu vas me dire un peu qui tu es, d'où tu viens de quelle région? Ça va me faire plaisir. Tout d'abord, merci de me faire part, de m'introduire dans le cercle VIP, hein, j'apprécie vraiment. Comme courtier hypothécaire, moi de mon côté, ça va faire 12 ans que je suis dans le domaine. Je viens de Québec. Donc, au niveau de mes 12 dernières années, j'ai travaillé comme courtier hypothécaire. Je travaille encore comme courtier hypothécaire maintenant. Puis je m'occupe aussi à travers mon propre volume personnel avec une petite équipe de salariés et d'associés. J'ai une autre équipe aussi en parallèle de 48 courtiers hypothécaires. 48 courtiers, wow! Exactement, que je supporte dans leur quotidien là, pour leur développement des affaires. Tu dois être une des plus grosses équipes au Québec avec du nombre de courtiers hypothécaires? Pas une des plus grosses équipes, mais une des équipes avec quand même un certain nombre de courtiers importants au niveau du volume. Ouais, effectivement. Puis avant le courtage hypothécaire, tu faisais quoi? Avant ça, complètement historiquement, moi je suis ambulancier de formation. Ah oui! J'ai travaillé comme ambulancier pour la Ville de Québec pendant presque 8 ans. J'ai commencé parallèlement un petit peu l'investissement immobilier. Puis là, c'est là que le courtage immobilier m'a intéressé. Le courtage hypothécaire m'a intéressé. J'ai cheminé au fur et à mesure au niveau de cette transition-là. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait? C'est qu'à un moment donné, tu te promenais tu voyais des immeubles avec les ambulances, tu te dis, ah, ça serait beau ça à acheter ou à financer cet immeuble-là. C'est quoi qui a fait le déclic entre les deux? C'est une excellente question. Je me fais souvent poser cette question-là. Je dirais que c'est un peu le temps à travailler 40, 45, 50 heures par semaine comme ambulancier. Quand j'étais plus jeune un petit peu, j'étais habitué de travailler beaucoup d'heures par semaine. Fait que j'avais du temps pour faire autre chose. Fait que j'allais chercher beaucoup de formations. Puis c'est là, à partir de là, que le côté investissement m'a toujours intéressé. Le côté chiffre aussi. Fait que j'ai fait une première acquisition d'immeuble il y a une douzaine d'années. Ça n'a pas été nécessairement un succès, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Puis là, au fur et à mesure, on a continué là-dedans. Excellent. On a quelqu'un à la régie. Est-ce que tout va bien à la régie? Y a-t-il des questions qui sont rentrées? Tout va très bien. Il y a pas mal de monde quand même ce matin. Une quinzaine de personnes déjà. Excellent. Fait que si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. On va passer à travers le financement hypothécaire dans les prochaines minutes. Est-ce que le financement hypothécaire a changé depuis la COVID? Avant la COVID, on va dire. Je dirais avant et après, oui, il y a eu quelques changements au niveau du financement hypothécaire. Principalement au niveau des changements, c'est surtout au niveau de la chaîne de traitement d'un financement de A à Z. On a vu beaucoup de transitions, comme par exemple au niveau des notaires, la signature électronique, donc beaucoup de signatures à distance. C'est plus compliqué aussi de prendre un rendez-vous avec un notaire. Donc, beaucoup de changements au niveau de cette chaîne de traitement-là. Même chose au niveau des évaluations résidentielles. On voit beaucoup d'institutions financières
soit faire une évaluation directement par rapport à leur système ou encore faire une évaluation qu'ils appellent un drive-by où ils vont seulement voir la propriété en façade, donc super rapide pour essayer d'alléger un peu les délais de traitement. Puis aussi, ça devient un petit peu plus occupé au niveau des évaluateurs de faire les évaluations. Fait qu'on a ce défi-là principalement au niveau de la chaîne de traitement dans son ensemble. J'ai entendu dire, moi, que depuis que les banques sont beaucoup en virtuel à la maison, c'est un petit peu plus cauchemardesque pour avoir la paperasse et les suivis, puis on dirait que les gens se parlent moins des banques à cause de ça. On voit un regain, un retour un petit peu tranquillement à la normale, mais effectivement, il y a eu quelques semaines ou même quelques mois, là, puis encore pour certaines institutions financières où ça a été un gros défi d'ajustement, le personnel à la maison, donc quelqu'un qui voulait renouveler son hypothèque, qui avait seulement des questions, il appelle son institution financière, pas de réponse au bout d'une semaine, 2 semaines, des fois même jusqu'à 3 mois. Fait que ça a été. Ouais, des fois, il y a certaines institutions financières qui ont été très occupées au niveau du service. Mais on voit tranquillement que ça revient un petit peu plus. Là, les banques, est-ce qu'ils sont retournés en présentiel ou c'est encore en virtuel ou un mélange? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans le marché? Tout dépendant des institutions financières, parce qu'on travaille avec plusieurs institutions financières, la plupart ont un mix des deux. Donc, il y a beaucoup de rencontres quand même qui est encore possible physique, mais il y a beaucoup de choses qui se font à distance maintenant. Là. Une bonne partie des employés qui sont travaillent à distance. J'ai une question à 2 volets. Oui. C'est quoi les défis que tu vis en tant que courtier hypothécaire et c'est quoi les défis que les investisseurs vivent pour se faire financer présentement? C'est une question qui est assez large. Au niveau des défis, ben, si je fais un lien de côté au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on essaye de s'assurer au niveau de la chaîne de traitement plutôt que tout se passe bien, donc que ce soit du processus d'approbation jusqu'à temps qu'on se rende chez le notaire. Donc, ça prend une bonne préparation d'un dossier, la documentation, pour être sûr qu'on le présente de la bonne façon auprès de l'institution financière. Après ça, qu'on s'assure que tout enchaîne rapidement au niveau soit de l'inspecteur en bâtiment, soit de l'évaluation. Si par exemple on tombe dans du plus gros commercial, des fois il faut peut-être commander une phase 1 à ce moment-là. C'est tous des délais qui sont assez longs. Donc plus qu'on se prépare en avance, mieux c'est à ce moment-là pour pouvoir réaliser une bonne transaction et surtout respecter les délais. Les délais, oui, qui des fois sont très courts, tout le monde veut vendre vite. Oui. Parce que c'est la folie furieuse de ce temps-ci, mais le système bancaire n'est pas prêt à la folie furieuse encore. Non, exactement. On finit par s'en sortir quand même bien. Okay. L'autre gros défi, c'est un petit peu aussi, on a vu dans les 3-4 derniers mois quand même une augmentation de taux assez rapide. Donc, pour ceux qui achètent des propriétés ou qui se préparent un petit peu d'avance, c'est important de prendre le temps de faire une bonne garantie de taux d'intérêt pour leur futur projet ou leur futur achat au niveau de la propriété. Ou encore, s'ils décident d'acheter une maison, c'est important de débuter rapidement ces démarches-là à ce moment-là parce que une journée, ça peut être quelque chose, une semaine ou 2 après, les taux d'intérêt vont monter peut-être de 0,25, 0,30%. Puis le taux de qualification à ce moment-là, au niveau de l'ensemble, au niveau de la charge de paiement, au niveau du budget, peut avoir complètement différence à ce moment-là. Et toi, dans quel domaine tu te spécialises du côté courtage immobilier hypothécaire? Bien, principalement, moi, de mon côté, je m'occupe beaucoup des dossiers résidentiels. C'est mon day-to-day de tout ce qui est résidentiel, de 1 à 4 logements. On se spécialise aussi beaucoup pour les investisseurs, ceux qui achètent une première investissement ou qui achètent peut-être quelques immeubles à ce moment-là. Je travaille beaucoup entre les deux. Quand on parle plus du côté commercial ou encore financement de gros locatifs, où on va utiliser plus la valeur économique, moi, j'aime me situer un petit peu plus entre les deux pour ces investisseurs-là. Donc, par exemple, si je fais un 6 logements, au lieu de travailler avec la valeur économique, on va regarder les deux options. Soit on prend la valeur économique ou la valeur marchande de la propriété. Puis, on a certaines institutions financières que ça peut être plus intéressant de travailler avec la valeur marchande à ce moment-là. Fait que je me situe beaucoup entre ces deux-là, dans cette marge-là. Puis, le résidentiel, c'est quelque chose qu'on fait dans notre quotidien. T'as fait plusieurs. Hey, en passant, je suis à mon chalet présentement, on est avec une gang de VIP. Hey, si vous voulez venir vous asseoir au lieu de rester debout, venez vous asseoir avec nous autres, venez-vous pas. Parle-nous un peu de ton équipe, on vient de la regarder. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir dans le financement du multi? On va les prendre l'un après l'autre dans le financement du multi, de la maison présentement, qui aiderait à faire passer le dossier.
Ben, c'est sûr que si je prends un investisseur, que ce soit qui commence ou encore qui a quand même un bon cheminement fait, je conseille fortement de faire une bonne préparation du dossier. Donc, de bien avoir la documentation qui soit prête pour le futur projet qui pourrait arriver. Donc, de préparer les documents par rapport au T1 général, aux avis de cotisation, aux états financiers si c'est nécessaire. Aussi, c'est bon de faire une bonne vérification de votre bureau de crédit. À l'avance. Exactement. Des fois, on va trouver certaines erreurs ou certaines choses. Je donne un exemple d'un client que j'ai fait la semaine passée. Il y avait un prêt de location qui avait été remis d'un auto, mais il n'a pas été quittancé. Fait que ça a un impact sur le bureau de crédit. Fait que de prendre le temps de faire ces vérifications-là, ben, ça évite que si, au moment où vous achetez une propriété, de retarder le processus dans son ensemble pour devoir régler les corrections auprès soit d'Equifax ou de TransUnion. Donc, d'avoir une bonne préparation de dossier, c'est selon moi une bonne règle. Que ce soit dans le multi, dans le chalet, dans le commercial, tout le temps être bien préparé. Exactement. Autre chose, dans le multilogement, par exemple, qui pourrait aider au financement ou aider ton travail ou aider l'investisseur directement? Au niveau surtout de l'investisseur, ou que ce soit un jeune investisseur ou un investisseur avec un certain nombre de portes, par exemple, ou un parc mobilier quand même assez important, je trouve que ce qui est important, c'est de prendre le temps de réviser, soit avec leur propre conseiller ou leur institution financière, ou même avec un conseiller indépendant, de prendre le temps de bien réviser avant de faire un autre projet ou avant de tomber dans un autre projet. Je donne un exemple. Vous avez votre résidence principale, vous avez un 4 logements puis un 6 logements. Là, vous m'arrivez aujourd'hui et décidez d'acheter un 8 logements, par exemple. Ben, ça va peut-être être plus compliqué pour moi, le financement du 8 logements, si on n'a pas pris le temps de bien planifier votre maison, votre 4 logements, peut-être d'étirer les amortissements sur 30 ans, de réduire vos ratios d'endettement ou encore de préparer le dossier pour la future achat. Donc, de prendre le temps de réviser, oui, la préparation des documents est importante, mais de prendre le temps de réviser votre situation pour être certain qu'elle est maximisée dans le moment pour votre futur projet d'achat. Ça, je trouve que c'est un bon conseil. C'est un excellent bon conseil, ça. Et parle-nous donc du taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal ou qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec le taux d'intérêt? Bien, c'est sûr que c'est toujours dur. On n'est pas économiste comme courtier hypothécaire de se prononcer au niveau des taux d'intérêt, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte augmentation là, actuellement au niveau des taux d'intérêt fixes, même au niveau du taux d'intérêt variable. La Banque du Canada va réviser le 13 juillet, probablement qu'il risque d'avoir encore une autre augmentation, peut-être de 0,5 % au niveau du taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt augmentent vite. Si vous pensez faire l'achat d'une future propriété, que ce soit un achat d'une maison standard ou encore d'une résidence secondaire ou d'un plex, ben, ça peut être important si vous avez la possibilité de le faire, de vous garantir un taux d'intérêt. Il y a certaines institutions financières qu'on peut garantir jusqu'à 12 mois. Donc, c'est important d'y aller de cette façon-là. Au niveau du choix entre le fixe et le variable, bien, prendre le temps de rencontrer un conseiller, que ce soit au niveau bancaire ou encore un courtier hypothécaire, pour qu'il vous conseille, pour bien comprendre les avantages de un versus les avantages de l'autre, parce que c'est pas juste le taux d'intérêt qui peut varier à la hausse ou à la baisse, par exemple au variable ou le fixe, que le taux d'intérêt est fixe à ce moment-là, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des conditions qui sont importantes derrière de ça à regarder aussi en fonction de votre projet. Donc, bien regardé. Moi, il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'a comme titillé. Tu as dit 12 mois que tu peux aller chercher une préapprobation. Oui. Il ne doit pas avoir beaucoup de banques qui font ça. Non, il n'y a pas beaucoup d'institutions financières qui font ça, mais il y en a quand même plusieurs qui vont jusqu'à 6 mois, donc principalement. Puis il y en a quelques-uns qu'on peut garantir le taux d'intérêt jusqu'à 12 mois. D'avoir un taux d'intérêt garanti jusqu'en juin, par exemple, l'année prochaine, ça peut avoir ça, c'est winner, ça c'est très très bon. Et le financement par rapport au multilogement, avec la hausse du taux d'intérêt, la valeur économique varie beaucoup. Qu'est-ce que tu vois qui va arriver dans le marché du multi? Ben, c'est sûr que peut-être pour certains investisseurs, le fait qu'il y ait une bonne augmentation au niveau des taux d'intérêt, ça peut être un petit peu plus dur, peut-être pour le refinancement à court terme. Peut-être qu'il y en avait beaucoup qui pensaient récupérer rapidement leur mise de fonds. Ça va peut-être être un petit peu plus dur de le faire plus rapidement à ce moment-là. Ça va peut-être plus aller au renouvellement au niveau du prêt. Mais je pense que quand on achète on investit
investis dans un immeuble locatif, Long terme. ben exactement, même si les taux d'intérêt augmentent, ça fait partie de notre calcul de rentabilité initiale. Donc, peu importe le taux d'intérêt est à combien, on s'ajuste en fonction du projet. Est-ce qu'on a des questions qui sont rentrées de la part des auditeurs? Pas encore, il y a Pierre Malo qui vous passe le bonjour. Bonjour Pierre, celle-là. 3 conseils maintenant en terminant pour un investisseur immobilier qui devrait faire ou qui devrait savoir. Bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt au niveau des conseils. Je reviens là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est primordial où on va gagner beaucoup de temps. Puis vous allez avoir une belle crédibilité si vous vous présentez auprès d'une institution financière ou avec un courtier hypothécaire. D'avoir une bonne préparation au niveau des documents par rapport à votre dossier, de prendre le temps de réviser votre crédit aussi pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur. Par la suite, de bien faire votre budget. Si on parle de l'achat d'une résidence secondaire ou l'achat d'une résidence principale, de prendre le temps de bien faire votre budget. Donc, par rapport à votre revenu net, vous avez vos dépenses, il y a des frais scolaires, il y a des frais pour les enfants, il y a des dépenses spécifiques. Donc, de prendre le temps de bien faire votre budget, ce n'est pas juste le ratio que l'institution financière va vous permettre d'emprunter, qui va vous dire, OK, oui, on y va de l'avant avec un projet jusqu'à 400 ou 500 000. C'est vraiment votre budget qui va vous permettre de voir jusqu'à combien vous êtes capable d'emprunter. Donc, de bien prendre le temps de faire un budget. Dans le chalet locatif, c'est super important parce que souvent, dans le chalet, excuse-moi, sont financés au personnel, fait que tu n'as pas le choix de faire un bon budget. Puis est-ce que tu aides au budget? C'est quoi la relation que tu as avec le client côté finance, côté budget? Oui, effectivement. Nous autres, de notre côté, ça fait partie de notre analyse comme courtier hypothécaire. On va prendre le temps de faire une analyse des besoins initialement pour bien connaître les besoins du client. Par la suite, dans le processus, une fois qu'on va récupérer la documentation, on va à ce moment-là aussi regarder le budget avec le client. Donc, on va faire un budget. Ça va permettre d'établir vraiment à ce moment-là la capacité d'emprunt, mais aussi en fonction du budget du client. Donc, ça fait partie du processus. Si on tombe un petit peu plus dans le chalet locatif, effectivement, ça devient un petit peu différent dans le sens que bon, il y a des revenus projetés de location ou encore il peut y avoir un petit peu de location à court terme, un petit peu d'utilisation aussi personnelle. Mais à travers tout ça, quand on parle de 1 ou 2 chalets, c'est des financements qui sont quand même bien avec les institutions financières. Bon, écoutez ça les gens, écoutez ça, super intéressant. Il y a plusieurs idées, c'est sûr, au niveau du chalet. Donc, par exemple, ça peut toujours se faire au personnel, à votre nom personnel, mais il y a quelques institutions financières aussi qui sont peu connues, mais qui utilisent les ratios d'endettement personnel pour faire le financement avec des taux d'intérêt au niveau résidentiel, mais qui nous permettent de faire le financement au nom d'une compagnie. Donc, par exemple, si vous achetez un chalet, vous voulez l'acheter au nom d'une compagnie, et avec certaines institutions financières, au lieu d'avoir un taux d'intérêt au niveau commercial, vous allez être capable d'avoir un taux d'intérêt au niveau résidentiel. Fait que ça peut valoir la peine aussi de prendre le temps de faire le tour des options qui peuvent être possibles sur le marché. C'est pas nécessairement juste d'aller voir une institution financière puis c'est la meilleure solution, mais au moins d'aller chercher une deuxième opinion. Vous allez être certain que vous allez avoir trouvé peut-être la meilleure stratégie, au moins pour prendre une décision finale. Et toi, tu peux nous aider à travers ça? Comment on fait pour te rejoindre? Définitivement, ça va me faire plaisir que ce soit moi ou l'ensemble de mon équipe au niveau de l'ensemble des courtiers. Vous pouvez me rejoindre directement soit en allant sur mon site internet charles-antoine-boudreau.com ou encore sur mon cellulaire directement ou encore sur mon adresse courriel. Je suis facilement, vous pouvez me retrouver facilement sur internet à ce moment-là. On va mettre dans le chat les informations pour être capable de se rendre, pouvoir te contacter. Est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions qui sont rentrées. Oui, j'ai une question de Joanne Léonard qui demande si pour réserver les taux d'intérêt, est-ce que c'est la même chose dans le prêt commercial? Non, c'est complètement différent au niveau du prêt commercial. Par exemple, si on parle d'un achat d'un 16 ou un 20 logements, à ce moment-là, la réservation du taux, normalement, va se faire la garantie taux directement quand vous allez notarier la transaction. Mais il y a certaines institutions financières où on peut quand même avoir certaines réservations de taux, peut-être 90 ou 120 jours, ou avoir certaines exceptions. Ce n'est pas toutes les institutions qui le font, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine confiance. Et aussi que l'investisseur ait un bon profil pour travailler avec l'institution financière sur du long terme parce que c'est un privilège de pouvoir garantir un taux d'intérêt au niveau commercial. Excellent. J'ai une autre question de Mélanie Raymond qui dit « Bon matin, j'aimerais savoir si j'ai un partenaire financier passif, est-ce que c'est plus difficile pour le financement? J'ai toujours été seul pour emprunter. »
Un partenaire passif, tout dépendant si c'est fait au nom d'une compagnie ou au niveau résidentiel, non, ça ne vient pas compliquer les choses. C'est sûr qu'on va avoir besoin de la documentation de ce partenaire passif-là, donc de préparer sa documentation, mais ça dépend un peu de la structure. Ça peut même aider, parce que si vous êtes 2-3 à acheter un immeuble, ben les banques aiment ça parce qu'ils ont 1, 2, 3, 4 personnes qui peuvent s'accoter dessus, oui. se baser dessus, au lieu de juste une personne. Exactement. C'est assez. Je dirais que ça ne complique pas nécessairement les choses. C'est sûr que ça va les faciliter d'avoir probablement une personne de plus. Je peux le ramener aussi simple qu'un jeune couple qui achète une première propriété puis que les parents sont là pour endosser, par exemple. Ouais. Ça peut être le même côté au niveau investisseur. On achète un investissement où on est rendu à en avoir quelques-uns puis on n'est plus capable d'y aller seul. Ben, de rajouter un investisseur passif, c'est un peu le même représentatif. Donc, ça vient au dossier. Puis ça peut faciliter de réaliser une transaction plus rapidement à ce moment-là. Il y a Anne-Marie Couture qui dit « Je pense que quand l'immeuble est rentable, que les calculs sont bien faits, que le financement se passe bien, j'ai eu plusieurs blocs jusqu'à maintenant, et avec le calcul de rentabilité, ça donne une bonne idée. Merci beaucoup pour ce live. » Ah, excellent. N'oubliez pas, ce vendredi, on a un programme de coaching double qui part, c'est le vendredi. On a un samedi aussi, fait 2 programmes en fin de cette semaine qui décollent. Et mardi soir, c'est la soirée pour les dames. C'est des conférences, des conférencières qui vont venir nous parler de leur investissement immobilier. Fait que manquez pas ça, le 21 juin, 19h les conférences et 18h le réseautage. Ma dernière question, Charles. Pourquoi on prendrait un courtier hypothécaire au lieu de passer directement avec la banque? C'est une question qui nous arrive souvent, qui est très importante même selon moi. Je ne peux pas mettre dans les pieds de toutes les institutions financières, c'est sûr et certain, mais juste par rapport à l'analyse des besoins, de prendre le temps de bien, d'avoir une explication sur les conditions de financement auprès de chaque institution financière. Quand on va vous revenir, une fois que le dossier est monté de notre côté, on va revenir avec des recommandations. Donc voici par exemple les 3 ou 4 meilleures institutions financières qui pourraient être intéressantes pour vous, ou encore certaines stratégies qui pourraient être intéressantes pour vous. On va prendre le temps aussi de regarder votre budget. Dans son ensemble, l'avantage principalement du courtier hypothécaire, c'est que vous avez une offre multiple d'options, mais surtout, vous allez être en mesure normalement, une fois que vous allez avoir terminé votre transaction, de bien comprendre pourquoi vous avez choisi ce produit-là, qui va être associé à des conditions spécifiques, puis vous allez être confortable puis à l'aise après ça dans le financement que vous allez avoir choisi. Je vais faire un petit peu comme Colombo, toujours avec la dernière question. On passe à la dernière, mais il y en a tout un autre. C'est quoi ta tarification dans le résidentiel pour les gens qui veulent prendre des services? C'est une excellente question aussi. Au niveau des tarifs, de notre côté, nous, c'est les institutions financières qui nous payent directement pour le volet résidentiel. Donc, par exemple, si vous décidez de choisir une institution financière par rapport aux recommandations qu'on va faire, c'est l'institution financière qui va nous rétribuer une commission directement. Donc, vous ne serez pas facturé à ce moment-là pour un montant au niveau d'une commission. C'est vraiment l'institution financière qui nous paye. Au niveau du commercial, c'est différent. Là, à ce moment-là, tout dépendant des dossiers et du projet, il peut y avoir une facturation qui va être faite, qui peut varier à ce moment-là en fonction du travail dans le dossier. Excellent. Charles-Antoine Boudreau, les gens qui sont ici avec nous, on a plusieurs dizaines de personnes qui sont là. Bravo! Super bon travail. On se voit, on était à l'entrevue 194 aujourd'hui. Ne manquez pas l'entrevue 195 la semaine prochaine, mardi à 8h. Comme à chaque semaine, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Bye tout le monde. C'est bon. Ouais. Excellent. C'était vraiment intéressant. Oui, ok.